Passons à la partie C de cette section, c'est-à-dire de 1970 à 76, le Québec en crise. Ça commence par des élections. Donc, quels bouleversements économiques et sociaux surviennent au Québec entre 70 et 76? Premièrement, en 68, Daniel Johnson décède. Il est remplacé par Jean-Jacques Bertrand jusqu'en 70 lors des prochaines élections générales provinciales. Il y a quatre partis. L'Union nationale, Jean-Jacques Bertrand, a subi de grandes critiques l'Union nationale pour avoir adopté la loi 63 qui a autorisé le libre choix de la langue d'enseignement. Il y a le Parti libéral qui se présente, dirigé par Robert Bourassa, très jeune. Il promet de créer 100 000 emplois, entre autres en développant la production hydroélectrique à la baie James. Le Parti québécois, c'est la première fois qu'il se présente à des élections, dirigé par René Lévesque, mis sur son projet de souveraineté association et sur l'interventionnisme de l'État, alors que le ralliement créditiste de Camille Sanson, lui, s'oppose à l'intervention de l'État et à la souveraineté du Québec. Qui est élu? Alors, c'est le Parti libéral. Donc, à 36 ans, Bourassa devient le plus jeune premier ministre. C'est un contexte particulier en 1970. Il y a eu, dans les années 60, la Révolution tranquille et on estime que l'économie, malgré l'interventionnisme de l'État, connaît quelques difficultés. Alors, c'est pour ça qu'on propose 100 000 jobs. Dans les années 60, il y a plusieurs secteurs industriels traditionnels qui sont en déclin, comme le cuir, le textile, le vêtement, le tabac. Il y a aussi la modernisation de la machinerie qui a entraîné de lourdes pertes d'emplois, notamment dans le secteur du bois. Autour de 70, le taux de chômage de la province va donc augmenter. Les progrès accomplis pendant la Révolution tranquille ne profitent pas également à toute la population. Il faut savoir que sur le plan identitaire, le ton monte. Hein? La crise linguistique de 68 a mobilisé, et il n'y a pas d'accent ici, les nationalistes autour de la question de la protection de la langue. Il y a de nombreux artistes qui expriment ouvertement leur position politique. Même qu'il y a le 27 mars 70, une cinquantaine de poètes et d'auteurs qui vont s'exprimer en français en faveur de la souveraineté pendant toute la nuit. Là. Ils vont se succéder au micro pour réciter des poèmes et interpréter des chansons. On va y retrouver Pauline Julien, Gaston Miron, Gérald Godin, et c'est vraiment, on va même, c'est celle-ci, là, où en fait Michel Lalonde va réciter un poème qui s'appelle Speak White, qui dénonce ce qu'elle perçoit comme une situation d'infériorité des Québécois francophones dans la société. C'est dans ce contexte que certains indépendantistes adoptent un ton radical et fondent le Front de libération du Québec, le FLQ. Ce groupe aux idées révolutionnaires socialistes se donne pour mission de libérer les travailleurs québécois de la domination anglophone et bourgeoise. En 70, certains felkistes, qui font partie du FLQ, souhaitent marquer un grand coup. Alors, en octobre 70, le FLQ n'est pas unifié, constitué de plusieurs cellules, dont certaines regroupent des felkistes radicalisés. Première chose, 5 octobre, la cellule Libération du FLQ va kidnapper James Richard Cross, qui est un diplomate britannique. En échange, les ravisseurs exigent de l'argent, la libération des membres du FLQ qui ont déjà été emprisonnés parce qu'il y a eu quelques mouvements par des membres du FLQ, et la lecture d'un manifeste sur les ondes de Radio-Canada. Il y a des négociations qui sont entamées entre le gouvernement Bourassa et les felkistes, et le gouvernement canadien accepte de diffuser le manifeste du FLQ. Ce texte affirme que le Québec est dominé par des riches anglophones et que la population doit se soulever pour le libérer. Le 10 octobre, le ministre de la Justice du Québec, Jérôme Choquette, promet un sauf-conduit, c'est-à-dire un laissez-passer, pour Cuba aux ravisseurs de James Cross. Et pourquoi Cuba? Parce que c'est vu comme un pays communiste, perçu par les membres du FLQ comme un lieu d'exil où ils seront bien accueillis. Alors, on leur promet un sauf-conduit si ils acceptent de libérer M. Cross, qui a été emprisonné. Mais on refuse malgré le laisser-passer, et même que ce soir-là, la cellule Chénier, donc il y a deux cellules, Libération et Chénier, qui va enlever le ministre Pierre Laporte. Le 15 octobre, les services de police réclament davantage de pouvoir parce qu'ils sont sans mandat. Un mandat, c'est une autorisation donnée par un juge pour poser une action légale envers une personne, c'est-à-dire d'aller fouiller. Donc, il leur est impossible de perquisitionner chez les personnes soupçonnées d'obtenir des relations avec le FLQ. Le maire de Montréal, même, qui est le premier ministre du Québec, M. Bourassa, demande au gouvernement fédéral d'imposer la loi sur les mesures de guerre. Et c'est pas rien, là. Cette loi permet de suspendre les libertés individuelles de manière à pouvoir procéder à des perquisitions et des arrestations sans mandat.
C'est ce qui sera fait le 16 octobre. Donc, la loi sur les mesures de guerre est proclamée. L'armée est déployée dans les rues de Montréal. On le voit ici. Donc, un soldat qui surveille un poste de police. Il y a environ 500 individus qui sont arrêtés, surtout des militants syndicaux et politiques ou des artistes engagés que la police soupçonne d'être des sympathisants du CFLQ. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos gens enlevés? Eh bien, le 17 octobre, Pierre Laporte est retrouvé mort sur la rive sud de Montréal dans une voiture. Quelques heures plus tard, la cellule Chénier revendique son assassinat. Et là, ça sème l'émoi. Il faut agir. Et ce qui va se passer, c'est que le 25 novembre, on a retrouvé le lieu de détention de James Cross, qui est finalement découvert par les policiers. Les autorités négocient avec la cellule Libération. Tous les membres de cette cellule obtiennent un sauf-conduit pour Cuba. Et James Cross est finalement libéré. Alors, on peut se demander comment ça se fait qu'on a accepté qu'ils puissent s'en aller, ces gens-là. Mais c'était vraiment pour libérer James Cross et ça va arriver. Il va se passer quoi avec les membres de la cellule Libération? Ils vont passer 4 ans à Cuba. Ils vont continuer leur exil. Il y en a un qui va revenir et lui va être emprisonné 3 ans par la suite. Et il va se passer quoi avec cet événement? Est-ce que ça va avoir soulevé les troupes? Ben, pas vraiment. Donc, ça a démontré aux Québécois que ce genre de lutte-là violente, terroriste, pour l'indépendance, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ces événements ne ternir d'aucune façon le Parti québécois, l'idée de la souveraineté. En fait, au lendemain de la crise, le mouvement démocratique pour la souveraineté va faire d'énormes progrès en matière de soutien populaire et électoral. On verra ce qui va se passer aux prochaines élections.